Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Donc épisode numéro 13 déjà. Et donc comme d'habitude, on est avec Alex. Salut Alex. Salut Patrick, salut tout le monde. Donc Alex qui a une petite voix aujourd'hui. Ouais, je suis désolé, j'ai la voix en feu. Le froid est arrivé, je crois. Ouais, le froid on va dire. Et le sujet du jour aujourd'hui, c'est un sujet assez intéressant. On va parler de GraphQL. Donc on a préparé un petit sommaire sur GraphQL, donc on va parler déjà faire un petit résumé de headless, REST et tout ce que ça implique, expliquer ce qu'est GraphQL et pourquoi, et vous expliquer aussi un petit peu l'utilisation de GraphQL, comment ça fonctionne, on verra les mutations, etc. Les avantages et inconvénients, évidemment, pourquoi utiliser REST ou GraphQL. Et on va finir aussi par les outils les plus utiles pour tout ce qui gravite autour de GraphQL. Donc, je vais quand même vous rappeler. D'habitude, on le fait à la fin de l'épisode, mais on va changer ça. On va le faire au début d'épisode, comme ça vous l'entendez. Donc, si vous aimez le podcast Double Slash, pour nous récompenser, c'est assez simple. Ça serait vraiment sympa de nous mettre une petite note sur Apple ou Spotify, enfin n'importe quelle plateforme que vous utilisez, et un petit commentaire, ça serait sympa pour nous soutenir, ça nous fait plaisir, et en même temps, ça nous fait remonter dans les classements, donc ça nous donne un peu plus de visibilité. Donc, Un grand merci à vous ouais, pour l'action que vous allez faire. ouais, un grand merci. Merci. Puis déjà, merci aussi à tous ceux qui nous écoutent déjà. On se rend compte quand même qu'il y a pas mal d'auditeurs. Et ça fait super plaisir, quoi. Donc, on fait ça depuis 13e numéro. Donc, je sais pas si toi, t'es un peu superstitieux. Mais en tout cas, ça Non, commence mal. non, T'es non, malade. c'est Donc, exactement. Mais c'est un bon épisode sur GraphQL. C'est un épisode qu'on discute depuis longtemps, ouais, qu'on veut vraiment faire depuis longtemps, et donc on y va. Donc c'est cool, c'est yes. cool. GraphQL. Allez, go. On va commencer de suite par pourquoi aujourd'hui on a besoin de REST ou de GraphQL. Assez simple, hein. Bon, alors pour rappel, REST a été inventé, enfin créé. Il y avait déjà des protocoles qui existaient avant ça. On avait du SOAP ou des choses comme ça qui sont un petit peu, comment dire, très sympa à utiliser. On va dire, on va résumer ça comme ça. REST a été créé en 2000. C'est donc contrairement à SOAP, qui est un protocole, donc comme HTTP par exemple. REST est une norme, donc une norme donc qui définit en fait comment créer une sorte d'API avec des réponses enfin tout le protocole. Donc ça a été créé en 2000. En 2000, je sais pas si vous vous souvenez, ça fait quand même assez loin. L'iPhone n'existait pas, enfin tout ça, tout ce qui était mobile n'existait pas. On n'avait pas de headless comme aujourd'hui. On faisait surtout des gros sites monolithiques et puis voilà quoi, avec un côté serveur, un côté front, et puis voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même besoin de beaucoup plus d'API. Tous les gros services qui existent aujourd'hui ont des API. On va citer Twitter, Facebook, enfin tous ces systèmes-là euh, donnent accès à des API pour utiliser les services. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on a besoin de tout ce qui est REST ou GraphQL. Euh, REST est utilisé depuis 2000, il est très bien, il sera encore beaucoup utilisé. GraphQL, je pense, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est GraphQL est bien, mais REST fonctionne bien aussi, hein. Et, mais, non, bien sûr, mais tout marche en fait. Et pour avoir utilisé des API en immobilier, ils sont encore en SOAP, donc il faut jouer avec. Le protocole fonctionne. Après, il faut, voilà, c'est différent, c'est différentes manières de fonctionner. Tout marche. Après, je pense qu'on va le voir justement, tous les avantages et les inconvénients de chacun. Mais en tout cas, GraphQL est parti d'un problème et d'un besoin, et ils ont trouvé une solution, et ça vient un petit peu inverser le paradigme. Euh, Ce qu'il faut juste savoir, c'est que GraphQL à la base, c'est un projet qui a été internalisé chez Facebook. En fait, ils ont développé ça en interne, et ils ont commencé à bosser dessus en 2012, et après ils l'ont open sourcé en 2015.
Mmh. Donc, ils ont vraiment travaillé dessus en interne d'abord et maintenant c'est vraiment utilisé partout par les plus gros quoi, bah, Twitter, Shopify, GitHub, Coursera, Yelp, New York Times, tout ça. Ils utilisent tous ce moyen pour échanger, Mmh. les données. Ouais. Chose importante qu'on n'a pas évoquée encore, c'est que GraphQL, en fait, c'est pas un langage à part entière. OK, c'est un protocole, mais c'est surtout un query language. C'est un langage, en fait, de requêtage. C'est comment je vais aller appeler mes données Ouais. et donc c'est un langage, à part entière qui vient, structurer et qui change un petit peu le paradigme, par rapport, au, heu, au reste, quoi. Ouais. Donc le gros on va dire le gros paradigme qui change, c'est que c'est le client, en fait, qui va demander les infos. C'est-à-dire, contrairement à du REST où, c'était un peu, du push, c'est-à-dire c'est le back qui va pousser des infos sur une route. Là, c'est le GraphQL qui va demander des informations et donc ça change toute la manière de développer Mmh. et de construire, l'API. Ouais. Bah, juste pour résumer par rapport à enfin, là, tu parles justement de définir, en fait, ce qu'on demande, comme info, au serveur. Pour rappel, en fait, REST, le principe de base, c'est que chaque endpoint, représente une ressource, en fait. Donc là, l'URL, en fait, représente une ressource. On va imaginer un site, qui a /API/books, par exemple, et on va définir que ça, la ressource, ça sera les livres. Pareil pour les auteurs. Donc en fait, chaque ressource a son URL. Donc ça veut dire quoi en fait? En gros, si vous avez besoin des livres, donc vous allez appeler l'URL books. Mais dans ces livres, en fait, vous allez avoir aussi des auteurs, par exemple. Donc pour avoir les auteurs des livres, en fait, il va falloir appeler encore des URL pour récupérer chaque auteur. Donc tout ça, ça fait, voilà, c'est très bien, c'est très structuré. Seulement, l'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, avec les mobiles, etc., on a besoin d'économiser un petit peu les ressources et gagner en vitesse aussi de chargement, et ça fait beaucoup de requêtes, en fait. Donc ça, c'est déjà un point que GraphQL résolve en partie, quoi. Ouais, parce qu'il faut faire, chaque ressource est égale une route, donc ça veut dire, il faut construire des routes, au fur et à mesure, des demandes et si la demande de ressources, par exemple pour un client mail ou un client desktop, je vais pas avoir besoin des mêmes informations. Donc bah, je vais toujours en fait soit avoir une route où il y a trop d'informations, soit il y en a pas assez. Donc c'est le under et overfetch où, bah, excusez-moi. Et donc je vais toujours avoir, soit pas assez, soit trop d'informations. Du coup, il faut reconstruire des routes et à la fin, il y a beaucoup, 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 beaucoup de routes, si on a un client web, une autre API normale et une AP et un client, mail un client, mobile pardon, ça peut faire beaucoup, beaucoup de routes et en termes de maintenance, c'est juste, catastrophique quoi. Parce Mmh. enfin, c'est compliqué, ça devient Ouais, très, très, c'est très aussi compliqué. ça, ouais, donc c'est un peu l'inconvénient de REST, c'est que, donc si enfin, quand on parle de REST comme ça, de ce fonctionnement-là, on parle vraiment des API, des grosses API, hein, qui vont être Twitter et compagnie, donc où, il y a beaucoup de gens qui utilisent les API, qui vont se connecter dessus et voilà, qui ont besoin d'infos. Votre service, il est créé via une API, et le problème, c'est que si, à un moment donné, Twitter décide de changer, le nom d'une valeur, et cetera, et ben là, ça devient compliqué puisqu'il faut faire une sorte de versionning, en fait, de l'API REST, et on va passer de la V1 à la V2 puisque les réponses vont changer, les appels éventuellement vont changer, et là, ça devient un petit peu un truc, très compliqué voilà, on se retrouve avec des versionnings d'API REST, et bah, ça aussi, pareil, je crois que GraphQL, résout un peu le problème aussi. C'est très simple, il met qu'une seule route. Mmh. Donc, il y a qu'une seule route, c'est le seul unique endpoint d'entrée et en fait, la logique va être, répartie, dans
dans ce qu'on appelle des résolveurs qui vont venir analyser la demande, vu que c'est le client first. Ce qu'on appelle le client first, c'est le client qui va faire la demande, donc il va envoyer de l'information. Alors, c'est que du post, ça fait bizarre, souvent on a l'habitude, en REST d'avoir, un verbe, une route avec, une ressource. Bah, là, vu qu'il y a qu'une seule route, il y a qu'un seul verbe, c'est que du post. Ça fait un peu bizarre au départ, après on s'y habitue très, 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 très vite Mmh. et en fait, dans la demande qu'on va faire, on va venir explicite, la demande est vraiment explicite. On va demander, la ressource, donc nos livres et on va ouvrir, des accolades, en fait, dans notre query qui est la demande d'information et on va lui demander que le titre, la description et si, les ressources sont imbriquées, côté serveur, on va pouvoir appeler aussi l'auteur. Par contre, l'auteur, je veux que le nom de l'auteur et peut-être dans une autre page, dans une autre requête, j'aurais besoin, de l'auteur avec, toute sa bio, son avatar et tout ça, mais ça sera le client qui va demander. Mmh. Donc en fait, on n'a qu'une seule route à maintenir et c'est le client qui demande, les infos, spécifiques, qu'il a besoin. Yes. Ouais, ouais. En fait, ouais, la plupart du temps, enfin, je sais pas si c'est une norme, mais c'est slash GraphQL, en fait, en général, dans les services, non? Pour la route, hein? Après tu peux mettre ce que tu Ouais, tu peux veux, mettre ce que tu veux, mais mais on va souvent, dire, c'est ça, ouais. les conventions, bien sûr, en termes de conventions, c'est plus simple pour tout le monde de mettre, slash GraphQL et puis, Mmh. comme ça on sait directement où aller, ouais, carrément. Ouais, par contre, c'est vrai que enfin, tu parlais de poste, mais j'ai aussi des modes enfin, j'utilise des systèmes maintenant où le get passe aussi, sans problème. Alors je sais pas si ça a évolué ou, OK. ouais. Alors j'ai jamais testé, moi je suis été discipliné, jusque-là, on m'a dit: Ouais, «Ouais, ouais, c'est c'est des vrai qu'à la posts». base, c'était que OK, du poste, on fait des posts. mais moi, enfin, tu sais, Ouais, c'est possible. j'utilise, Donc comment il s'appelle? Postman? Insomnia? Insomnia, ouais, et des fois, je Ouais, passe en get, ça passe, sans problème. Donc je sais pas, je sais pas comment ça gère ça. Ça a l'air de OK. plus trop, être un problème, en tout cas. Heu Aucune idée. Ouais, bah, on en parlera Aucune peut-être idée. après, au niveau du cache, mais je sais que bah, juste enfin bref, on en parlera après. Donc OK, donc en gros, on a déjà vu à peu près, bah, l'histoire. Pourquoi l'histoire, bon, c'est comme tu l'as dit, c'est Facebook qui a créé ça, un peu à l'image de bon, alors Facebook est très, ils sont très créatifs, hein. On parle de React, on parle de GraphQL, mais il y en a tellement d'autres. Et ce qui est bien, c'est qu'ils les mettent en open source, donc ça nous permet de les utiliser Et et après, ouais. clairement, c'est aussi ça qui a fait que GraphQL a explosé, hein, c'est quand ils l'ont passé en open source. Enfin, si on veut utiliser une technologie, on est quasiment obligé de l'ouvrir. Si ça Ah oui. aujourd'hui, ça me paraît difficile de rester sur une techno propriétaire et d'avoir un taux d'adoption, très, très fort. Ouais, 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 et bah, en général, tu te dis, bah, si Facebook, ça fonctionne chez eux, normalement, ça devrait fonctionner partout, parce qu'on n'aura jamais la même charge, que Facebook, donc Ça se tient. ouais. Donc on va passer à l'utilisation. Tu vas nous expliquer un petit peu, bon, tu as déjà commencé, mais bah, comment ça Ouais, fonctionne, en sur, fait? sur les queries, Ouais. alors, en fait, un truc, typique, j'aime pas du tout faire le parallèle entre les actions et les verbes, hein, entre les get, les posts et tout ça, mais juste pour, le besoin de l'exercice, en fait, on va imaginer que moi, je suis sur mon mobile et je veux afficher, en fait, tous les livres et bah, ça serait l'équivalent d'un get, en fait. Mmh. Bah, là, je vais faire une query et donc je vais, marquer, le 1 mot de ma requête, ça va être query et à l'intérieur, en fait, je vais décrire tout tout ce que bah, toutes les ressources que j'ai envie d'avoir. Mmh. Un gros avantage aussi, c'est que, il y a dans GraphQL, la documentation se fait de manière, incrémentale et automatique. C'est-à-dire que quand le back-end a développé les résolveurs, donc c'est la petite fonction qui va nous permettre d'aller chercher les bonnes informations, bah, on va automatiquement générer la documentation. Ce qui fait que moi, je peux accéder à la documentation et je vois comment est structuré et comment je peux appeler mes informations. Mmh. Donc, quand je vais faire ma query avec Books, je vais voir en fait tous les champs qui sont disponibles pour la ressource Book. Et donc, ça va être vachement plus facile.
Et pareil, si j'ai des ressources, imbriquées, les auteurs ou les catégories, les choses comme ça, je vais pouvoir automatiquement voir dans la documentation. Ce qui fait que ma requête get, enfin ma query, je peux la construire vraiment hyper simple et de manière fluide. Même pour un junior, par exemple, qui arrive et qui connaît pas du tout l'API, bah en fait, ça va être super simple parce que je vais pouvoir cliquer sur la doc et je vais avoir toute, euh, toute l'information. Tout est renvoyé en JSON. Mmh. Alors ça, c'est le gros, c'est équivalent à REST, hein. Je vais envoyer l'information, je vais récupérer l'information en JSON. Par contre, moi, je vais avoir aussi besoin par exemple, de créer des ressources. Et là, en fait, ça serait l'équivalent d'un post. En fait, je viens envoyer des informations ou faire une, euh, une édition, donc put, update, voilà. Et là, pour le coup, la sémantique a changé. C'est ce qu'on appelle une mutation. Et de la même manière, dans la documentation, je vais retrouver des, euh, des infos sur les mutations, que je vais pouvoir créer les ressources et je vais aussi avoir les champs qui sont requis pour la création de cette ressource. Donc, bah, c'est vachement, en fait, l'utilisateur et le client, pour le coup, la partie front, elle est vachement drivée parce que bah, c'est marqué noir sur blanc sur le contrat qui est le schéma. Et c'est vraiment le contrat entre le back-end et le front. Et c'est ce qui va. Donc, tous les échanges vont se faire via GraphQL basé sur ce schéma-là. Donc, quand je vais ajouter une nouvelle ressource, bah, je vais avoir toute la documentation qui va se faire Mmh. automatiquement. Donc ça, c'est pratique. Et surtout, je ne peux pas me tromper quand je viens envoyer une donnée. Elle, euh, c'est marqué require. Si je ne l'ai pas, bah, Ouais. c'est pas possible, quoi. Donc ça vient rajouter une sorte de validation aussi au moment de l'envoi, quoi. Mmh. Ouais, parce que en fait, quand tu fais tes Et ouais, je te coupe. ouais, Pour, vas-y, en fait, vas-y. quand tu fais tes résolvers au niveau du serveur, tu fais aussi les schémas, de toutes tes Oui, ressources, en fait, comme tu l'expliquais et il y a un système de typage, en fait, à l'image de TypeScript, en fait, où tu vas définir si c'est string, si c'est obligatoire, si c'est, voilà, tous les types voilà, le type des ressources, donc c'est du typage. Donc ça, c'est écrit, comme tu dis, noir sur blanc et c'est vrai que c'est très pratique ouais. parce que quand tu utilises, GraphQL ou n'importe, ou Nsymdia, tu as, ouais, automatiquement la doc avec les ressources qui s'affichent sur le côté. Donc tu as même pas besoin de enfin, tout est à disposition. Ouais, et en fait, exactement. Et en fait, on dit, quand on développe souvent, alors il y a une approche, même si elle peut être controversée parfois, mais il y a une approche qui dit schema first, quoi. C'est-à-dire, avant de faire notre API, la partie front et la partie back va se mettre autour de la table et vont écrire le schéma ensemble. Et donc, ils vont définir tous les types. Mmh. Donc type book. Après on va avoir différents champs et donc title, auteur, voilà, n'importe quoi. Donc ça c'est des champs et après on va avoir ce qu'on appelle en GraphQL des scalars. Ça va être, bah, des strings, des ID, des integers, un booléen, un JSON, ou un autre type. Hem, Mmh. Par exemple, un auteur a plusieurs, bouquins, donc il va avoir un champ de books et après on va avoir, un tableau de type book. Donc enfin, c'est vraiment du typage pour ceux qui connaissent TypeScript. Voilà, on est assez proche. Par contre, il faut faire attention, le schéma ne veut pas dire le schéma de base de données. Et souvent, en fait, on fait un rapprochement entre les deux et on se dit, ouais, le schéma, ça va être le schéma de base de données, alors que pas du tout. C'est vraiment le schéma, comment on va appeler les données. Peut-être que les données dans la base vont être structurées différemment, euh, même si souvent on y est très 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 proche, mais on peut avoir d'autres informations qui ne sont pas appelables, Mmh. on va dire, par le client, parce qu'on a besoin de stocker d'autres informations pour faire des calculs ou que sais-je. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça, Ouais, en faut fait, vraiment faire c'est attention. plus le modèle de tes résolvers. Parce que les résolvers, en fait, ils vont bah, si je prends un exemple de PHP, n'importe et en fait, tu crées des résolvers pour le book, par exemple
Et après ton résolveur, bah, quand on appelle les books, il va aller chercher, dans la base de données le title, l'auteur et cetera et ça correspond à ce que Absolument, tu veux renvoyer, en fait, pas forcément à tout ce qu'il y a dans la table, book donc en fait, exactement. c'est plus lié au résolveur, ouais, ouais. Mais Et donc c'est vraiment le résolveur qui va déterminer, ce qui est renvoyé et tout ça, ouais. Tout se fait, dans le résolveur. ouais, Et 3e petit truc qui est quand même, assez sympa, dans GraphQL, il y a une autre dimension. Donc il y a les queries pour récupérer de la donnée, il y a les mutations pour les envoyer et il y a une 3e partie qui s'appelle des souscriptions et qui s'apparente, à du WebSocket. En clair, la query, elle va pas partir et s'arrêter. On va ouvrir un channel, donc c'est WebSocket et en fait, on va aller être à l'écoute de toutes les instances de la ressource qu'on a choisie. Par exemple, bah, je vais écouter toutes les transactions, bancaires, par exemple et à chaque fois qu'il y a une transaction bancaire qui apparaît et ben, en fait, elle va popper automatiquement. Sans donc c'est vraiment, c'est l'équivalent, d'un WebSocket, d'un channel ouvert et je viens écouter toutes les nouvelles, ressources qui apparaissent. Donc ça, c'est pratique aussi parce qu'on n'a pas besoin de mettre en place, une autre techno. C'est, dans le même langage, c'est, dans la même façon d'appeler les données et on va récupérer, ce côté, instantanéité et immédiateté. Donc ça, c'est plutôt, pratique. mmh. Alors, pour expérience, on aurait envie de le mettre un peu partout. On dit: «Ouais, on fait des souscriptions, ouais». Et puis au final, non, il faut se poser vraiment la question: «Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une instantanéité sur Ouais. cette ressource-là, dans cette page-là?» Et après on arrive à raison garder et puis à trouver, le bon juste milieu. Mais en tout cas, c'est quand même pratique d'avoir, le côté sans refresh sur certaines ressources. C'est quand même, sympa Ah de oui, oui. pouvoir le faire, bah, avec la même brique, techno, Ouais, carrément, vraiment. ouais, tu peux comme, par exemple, bah, sur Twitter, par exemple, les messages, privés quand tu es en train d'écrire à quelqu'un et tu vois qu'il écrit aussi en même temps, tu vois? Et après tu as le message qui monte tout seul. C'est un peu ce type de d'usage, en Mmh, fait et ouais, c'est top, en plus que ça soit ouais. intégré, directement dans GraphQL, c'est bon, après ça fonctionne alors je vais pas dire de conneries, moi j'ai jamais, utilisé ça, toi tu l'as utilisé. Hem, c'est Oui. plutôt lié à Node enfin je pense pas que sur PHP tu puisses le faire, sur un serveur PHP qui renvoie du GraphQL, je pense que c'est plutôt sur du Node principalement. Après je vais pas dire de conneries. Bah, en fait, ça Mmh, ça va ça ça va ça va dépendre, comment tu as implémenté, ouais, ta librairie, GraphQL. Parce qu'aujourd'hui, tous les langages majeurs, en fait, l'ont implémenté. Donc que ça soit en PHP, JavaScript, Go, ouais. Ruby, ou enfin voilà, tous les langages ont développé leur client serveur, pour pouvoir justement, construire, l'API, GraphQL. Donc pour le coup, en PHP, je pourrais pas parler, je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est quoi, sur, le côté Node, il y a des outils qui Mmh, qui permettent de faire ça. Par contre, les WebSockets, passent par un autre channel qui s'appelle, qui en fait, on est obligé d'ouvrir un autre channel, en WS à côté mmh. pour justement, pouvoir avoir accès aux souscriptions. Donc en fait, dans le client, on est obligé d'avoir un autre chose pour gérer ce côté justement, instantanéité, quoi, Ah oui, c'est pas une requête, carrément. classique, c'est vraiment un truc à part, qui Non, va c'est pas sur, mmh, non, en fait, quand tu viens implémenter, côté client, il faut bien que ça passe par un autre channel. OK. Ouais. OK, donc OK. Bah, pour résumer, ouais, donc tout ce qui est lecture, c'est les queries. Tout ce qui est modification, c'est mutation. Enfin, création, modification, c'est les mutations et les subscriptions pour, tout ce qui est, voilà, WebSocket, avec des informations qui reviennent toutes seules. On peut parler aussi alors, une des premières questions que j'avais, moi, quand j'ai commencé GraphQL, c'était, bah, comment tu fais, quand tu as des, bah, tu sais, tu fais une query, mais à un moment donné, tu veux tel ID ou tu veux telle page ou ou faire une recherche, par exemple. Ça fonctionne comment?
Bah, en fait, tu as une notion de variable, Mmh. en fait, où tu vas pouvoir, injecter, des variables. C'est-à-dire que, bah, ma query, elle accepte, en paramètre, une variable et cette variable, bah, ça peut être, je peux la récupérer de mon URL, par exemple, en mode le truc classique, books slash, ID et bah, je vais récupérer mon params, ID que je vais passer à ma query et heu et comme ça, en fait, ma query, elle accepte, une variable de type ID et heu et comme ça, j'ai mon résolver qui va venir utiliser cet ID pour aller, fetcher, et faire une recherche sur cet ID-là et ça va me renvoyer, la ressource. Donc en fait, on peut variabiliser, en fait, les queries Mmh. et les mutations parce que, bah, de toute façon, sur les mutations, il faut bien qu'on vienne injecter des données. Donc ces données, elles doivent être mises dans des variables. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et les mutations à chaque fois, ouais, quand tu fais une mutation, ça te renvoie par exemple, tu vas créer un book, ça va te renvoyer l'objet, en général. C'est ça? Si c'est enregistré correctement? Alors, oui, alors après, en fait, tu vas même choisir ce que tu veux recevoir. Alors après, ça va dépendre des use cases, mais parfois, tu as besoin de récupérer tout l'objet ou parfois, tu veux juste, vérifier, que ton objet, il est bien enregistré en base de données et qu'il a une ID. Et donc dans ce cas-là, au moment où tu vas faire ta mutation, il faut toujours que tu demandes quelque chose en retour. Et donc, ce que tu vas demander, bah, ça peut être juste l'ID, par exemple. Comme ça, tu peux te mettre une notion de succès uniquement à la réception de cet ID. Ça veut dire que bah, l'intégralité de tes données ont bien été transmises au back-end, et que le résolver a fait son boulot, il est enregistré en base de données, il a une ID, il renvoie l'ID. Donc moi, côté client, si j'ai mon ID, ça veut dire que mon côté, bah, que toute mon action, elle est propre, elle est Mmh. faite et elle est terminée. Donc je peux afficher le success sur mon client parce que j'ai mon ID. Par contre, bah, tout ce que je vais envoyer, je peux le recevoir aussi. Et une fois de plus, c'est à la demande. De toute façon, c'est un peu le concept de GraphQL, c'est tout est à la demande. Mmh. Et c'est le client, en fait, le front, qui va demander qu'est-ce que je veux, comment je le veux et comment je veux le structurer. Et on peut même aller pousser des trucs un petit peu plus loin en mode moi, je veux pas, je veux appeler la ressource books. Par contre, quand je l'appelle, quand tu me renvoies l'information de books, moi, je veux l'appeler librairie parce que j'ai envie de faire comme ça. Et bah, le GraphQL permet en fait de renommer les champs, ce qui nous permet en fait de faire des variations côté front assez rapidement. Alors après, il faut pas jouer à ça parce que sinon ça va être vite être le bordel. Ouais. Mais en tout cas, on peut renommer les champs en fait hyper facilement. Donc c'est aussi une ressource, c'est plutôt une solution assez pratique et on va appeler comme on veut. Et de la même manière, on va pouvoir aussi appeler différentes ressources au même niveau. En fait, on va construire son JSON de retour. En fait, la manière dont on appelle les données va conditionner la structure et la manière dont vont être structurées l'information à notre retour. Et donc ça, c'est assez puissant. C'est pour ça qu'on dit bah, c'est client first, quoi. C'est vraiment client. Et l'idée, je pense qu'elle est partie des développeurs back qui disaient non, mais moi, j'en ai ras le cul de faire la même chose à chaque fois. Le front, il change d'avis. Il y a un designer qui a rajouté un petit champ, un petit truc. Du coup, une petite photo. Du coup, il faut l'information, il faut recréer une route, il faut... Non, moi ce que je vais faire, je vais coder un resolver pour la ressource book et t'appelles comme tu veux, t'appelles les champs que tu veux, tu les renommes comme tu veux, tu fais ce que tu veux, mais en fait, ils ont fait le boulot une fois. Et donc, en termes de taf, bah, c'est vachement plus avantageux de passer sur du GraphQL parce que bah, tu as accès à tout et tu te sers et c'est le client qui demande. Ouais, c'est top, hein, c'est top. Et au-delà de, bah, déjà, au-delà de pouvoir, avoir, les auteurs, en même temps que le livre et cetera, on peut aussi, faire plusieurs queries dans un seul appel?
exactement. Donc ça, c'est top aussi. C'est-à-dire que tu peux récupérer les livres, mais tu peux récupérer d'autres choses qui ont rien à voir avec les livres Ouais, dans la même requête et ça, c'est exactement. Et au même niveau, en fait, je vais pouvoir appeler les books avec à l'intérieur des books les auteurs, à l'intérieur des auteurs les 3 meilleurs bouquins classés par je sais pas quoi. Et au même niveau que book, je vais pouvoir demander autre chose, les commentaires de je sais pas quoi. Et ou donc, le on peut panier de la personne qui est connectée ou une connerie comme ça, quoi, tu vois? exactement, exactement. Et donc, je peux vraiment appeler comme je veux, mais c'est pas une query, une ressource. Mmh. C'est vraiment une query, autant de ressources que je veux. Bon, après, il faut aussi faire preuve de bon sens, quoi. Est-ce que on charge la page? Est-ce qu'on le charge dans le composant? Après, côté front, euh, après, ouais, enfin, côté front, il va falloir savoir comment on veut structurer. Est-ce que c'est chaque petit composant qui envoie sa requête ou justement on vient utiliser la puissance de GraphQL en une seule requête pour récupérer toutes les informations en une seule requête, ce qui nous évite de faire 5, 6 ou 7 requêtes Ouais. sur une seule et même page pour afficher toutes les informations. Là, on n'a qu'une seule requête qui part avec toutes les ressources dont on a besoin. On récupère et on vient réhydrater Ouais, exactement, ouais. les Mmh. informations par rapport. Et donc, en termes d'efficience, c'est vachement plus intéressant, quoi. Et on vient moins taper le serveur dans tous les sens pour en plus récupérer des informations de l'auteur. Ça se trouve, on a toute la bio, on a les 50 champs de l'auteur, alors qu'on veut juste afficher Son nom. son nom, quoi. Ouais, c'est clair. Donc là, enfin, quand on vient analyser le reste, parfois, ouais, on se rend compte qu'on utilise peut-être 5 ou 10% des ressources qu'on a en dispo. Donc pourquoi transporter de la data alors qu'on n'en a pas besoin? C'est le concept qu'a résolu GraphQL, quoi, pour justement passer sur un truc on demand. Carrément. Bon, bah, super. Du coup, on va passer aux avantages et inconvénients, même si les avantages, on en a déjà pas mal parlé. Hem, Ah, je crois que les là-dessus, avantages, c'est on a assez déjà clair bien qu'il y avancé, en a ouais. quand même pas mal. Ouais, beaucoup, ouais. Ouais. Mais quels sont les inconvénients, à ton avis? Tu vas me dire: «Il y en a pas». Alors, si, il y en a. Après, le 1er problème, même si dans les dernières versions où c'est assez récent, ils ont mis à jour, je crois que c'est cet été, une librairie qui s'appelle Apollo, Mmh. où en fait, qui vient faire des énormes progrès sur le cache. Ouais. Mais ouais, le cache, en fait, c'est un problème. Donc, tu as un peu la solution de bourrin en mode ouais, ouais, hein, vas-y, on délègue tout et tout est dans le cache. Sauf que, 2e problème qui arrive tout de suite, c'est oui, mais quand est-ce qu'on vient invalider le cache? Comment on le fait? Voilà, c'est toujours le problème. Donc, c'est toujours compliqué de toute façon gérer du cache Ouais. et gérer à quel moment on le dégage, à quel moment on le met à jour. Par contre, il y a des librairies comme Apollo qui ont fait des trucs plutôt sympas, qui est en fait qu'on appelle de l'optimistic UI, c'est-à-dire en fait la réponse, normalement, ça devrait être ID et le nom du bouquin. Alors, dans le front, j'affiche ça en attendant le retour du serveur. Et quand le retour du serveur, je fais la mise à jour avec les données serveur. En clair, il vient regarder ce qu'on attend comme réponse. Il part du principe que ça marche et il l'affiche. Et s'il y a des modifications, il vient réhydrater la donnée avec les infos du Mmh. serveur. Mmh. C'est un peu complexe à mettre en place quand même, je te cache pas. Ouais. Donc, et sur les dernières versions d'Apollo, justement, sur le client Apollo, apparemment, ils ont simplifié ça.
n'ayant pas joué avec, sur la dernière version, je pourrais pas dire. Mmh. Mais en tout cas, moi, à chaque fois, on s'est vraiment cassé les dents sur le cache. Ouais. C'est un peu complexe quand même, Bah, ouais, clairement. c'est un peu, ce qui revient souvent sur GraphQL. Bah, le problème du cache, en fait, tout simplement, c'est difficile à gérer au niveau serveur parce que vu que c'est le client qui demande ce qu'il veut, donc c'est pas forcément toujours les mêmes réponses. Donc et en plus, il y a qu'un seul endpoint, donc GraphQL, par exemple, slash GraphQL. Donc c'est compliqué de gérer, en HTTP déjà, premièrement, par rapport à REST, d'avoir du cache puisque c'est jamais les mêmes requêtes, c'est jamais les mêmes réponses. Donc c'est pour ça que je te parlais de get, de faire des appels en get parce qu'en get, justement, tu peux avoir des requêtes différentes puisque la query est dans l'URL, du coup et bah, du coup, l'URL, peut être mise en cache. Donc j'ai lu cette solution-là, qui peut être Mmh. mise en place, en OK. tout cas pour de la lecture, en fait, de la query. Ah, je connais pas. Ouais, ouais, OK. Ouais. et puis après, ouais, en fait, ça déplace beaucoup le cache du côté client, en fait, plus que côté serveur, en fait. Ouais, vachement, ouais. Donc mais c'est vrai que c'est un des inconvénients. En tout cas, pour des petites apps, ça risque pas d'être un inconvénient, mais c'est vrai que quand tu as des API qui sont assez balèzes, qui sont vraiment tapées, de nombreuses fois par seconde, ça peut être vite un problème, donc ouais. C'est, mais clairement, ouais, Apollo, tout ça, ils travaillent beaucoup dessus. Clairement, après ouais, ouais, vraiment. Après, ce qu'il faut aussi, bien définir, c'est le scope du projet. Mmh. Hem, Faire une API, GraphQL pour, pour un blog, est-ce que c'est juste nécessaire? Ouais, ça c'était ouais, c'est Je ça. je sais pas. C'est Voilà, c'est en fait, ce qu'il faut pour moi, le GraphQL sur une API un peu solide, fat, hem, elle se justifie, quand on va avoir, plusieurs clients, plusieurs, ouais, quand potentiellement, il va y avoir plusieurs clients et une grosse évolution dans l'appli, parce qu'on va garder cette flexibilité, quoi. C'est-à-dire que le résolveur, on va le coder une fois et puis, et demain, l'app va évoluer beaucoup. Donc, bah, on va être obligé si on est obligé de changer à chaque fois les verbes, les routes, ça va être compliqué. Bah, là, on fait du GraphQL, comme ça on est un peu future proof, quoi. Donc, il faut bien définir, parce que ça peut vite, être super compliqué, à mettre en place un serveur GraphQL mmh, pour juste un blog, quoi. Par contre, ce que je comprends aussi, c'est l'intérêt du front d'utiliser une API GraphQL. Parce que, bah, je me prends pas la tête, j'appelle comme je veux. Et c'est pour ça qu'on voit, toutes les librairies, qui ont explosé, et tous les CMS, headless un peu, qui, ouvrent, des API GraphQL, justement parce que, le front, on va dire, reprend un peu le pouvoir, sur le back, parce que, bah, il appelle comme il veut, de la manière dont il veut, donc ça amène une grande liberté. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais il faut bien, bien savoir, quand on commence, quand on va fournir le service, via une API, est-ce que ça vaut le coup de le faire, via du GraphQL ou, via autre chose? Et bien comprendre les tenants, les aboutissants, et sur quoi on s'engage, pour voir si c'est intéressant et si ça vaut le coup ou pas, quoi. Donc, après, mmh, moi, je pense qu'aujourd'hui, sur des applications un petit peu plus, conséquentes, où, aujourd'hui, on arrive très vite on va faire une version mobile, ou une version PWA, par exemple. mmh. Hashtag, épisode, PWA. Avec Stéphanie? Avec Stéphanie, absolument. Mais, bah, si en fait on veut créer un service web, bah, OK, on va avoir un service desktop. Par contre, demain, peut-être qu'on va faire, une extension ou une version mobile, ou que sais-je. Bah, ça nous évitera de recoder plein de choses. Là, le serveur, il est déjà prêt, et c'est le client qui va appeler, les données, comme il veut, quoi. Ouais. Donc, ça va définir aussi les ambitions et le scope du projet, pour voir si c'est intéressant
de coder directement sur du GraphQL ou pas, quoi. Ouais, ouais, clairement, enfin, au niveau client, au niveau développement front, c'est vrai que ça facilite grandement les choses et c'est même un régal, hein, Ah beh, oui. par contre, c'est vrai qu'au niveau Et serveur, ouais. ouais, au niveau serveur, par contre, c'est beaucoup plus complexe et c'est vrai que ça demande plus de travail, pour les devs back, pour implémenter, toutes les enfin, voilà, les schémas, Ouais, les alors résolvers et tout. oui, oui et non. Ah, Oui et non parce que en fait, ça va faire plus de taf, soit, au départ, sauf que derrière, on n'y touche plus. oui, tu implémentes plus des routes et C'est-à-dire que cetera, cette ouais. Ouais. ressource-là exactement et tout le travail qu'on a à faire, de maintenance: «OK, bah, donne-moi une ressource avec, les bouquins et les commentaires et l'auteur», tu vois? Et en fait, ça, on n'a plus. C'est, OK, je fais une fois le taf pour les bouquins, je fais une fois le taf pour les commentaires, je fais une fois le taf pour les auteurs et après, démerde-toi mon pote, démerde-toi. Et donc, c'est là où pour moi, c'est intéressant. Donc ouais, peut-être qu'au départ, c'est peut-être Mmh. plus long à mettre en place, peut-être. Quoique, après, il y a quand même des outils maintenant qui Oui. nous permettent de faire des choses quand même assez rapides et plutôt propres. Mais si on veut faire les choses bien, ça prend du Ouais, temps de ouais, toute façon. ouais. Ouais, clairement. Mais, heu, mais, heu, Bah, clairement, si mais tu tu vois, ouais. en fait, ça se calcule, quoi. Oui, 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 oui. C'est un calcul qui doit se faire Mmh. et c'est pas si délirant que ça. Tu vois, il y a peut-être un tout petit sur-effort à faire au départ. Par contre, demain, pour moi, sur le long terme, tu y gagnes, mais vraiment. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Dans le cas où tu crées un service avec une API centrale, et tu vas avoir différents, clients qui vont se connecter, hein, on peut imaginer des applications, des Mmh. trucs d'ordinateur, enfin n'importe quoi. Ouais, clairement, moi je conseillerais de partir sur du GraphQL. Comme ça, voilà, tu as vraiment une API robuste et tu peux, voilà, tu peux multiplier les clients. Après, si tu fais un système beaucoup plus simple où tu vas pouvoir, bah, tu vas faire des routes qui vont te renvoyer un peu ce que tu veux, tu vois? Tu fais du REST, mais un petit peu custom, on va dire, c'est le truc qu'on fait un peu souvent, quoi. Tu commences à rajouter des choses dans les réponses. Ouais, là, GraphQL, peut-être, ça se discute parce que voilà, tu as la main sur les réponses et puis voilà, tu vas le faire une fois, tu vas pas trop modifier, il y aura qu'un seul client. Donc là, ouais, le travail en vaut Ouais, peut-être pas la chandelle, mais ouais, dans l'ensemble, si vraiment tu vas avoir plusieurs clients ou tu vas ouvrir ton API, et cetera, ouais, GraphQL, c'est quand même, je pense, il vaut mieux passer là-dessus pour être tranquille et puis ouais, pas refaire en 2020, ouais, ouais, pas faire des versions d'API, V1, V2, non, V3. non, c'est sûr. Voilà. Pour moi, c'est sûr Et qu'en 2020, si tu veux faire une API, bah, c'est vachement plus facile de le faire en GraphQL. D'autant plus que maintenant, ou même un service, mmh, parce que aujourd'hui, GraphQL, il y a des outils qui permettent de. En fait, moi, le truc puissant que je trouve à GraphQL, c'est que c'est le seul point d'entrée pour n'importe quel client. Donc un client iOS, un client web, un client, voilà, une autre API par exemple. Hem et c'est le seul point d'entrée et derrière, au niveau des résolveurs, il y a possibilité de brancher une API REST. Il y a possibilité de brancher une base de données. Il y a possibilité de brancher un autre service tiers. Par exemple, si mon service, je vends des bouquins et je veux utiliser le service de paiement Stripe, et ben, je peux connecter mon Stripe en GraphQL à mon résolveur. Et en fait, le front, tout va être géré via le seul endpoint de mon service. Par contre, dans mon résolveur, je vais aller chercher la base de données, je vais envoyer l'info à Stripe via GraphQL aussi, et ainsi de suite. Donc en fait, je peux venir connecter d'un service tiers directement, et c'est totalement transparent pour, euh, pour le client en fait. mmh. Et donc ça, c'est plutôt pas mal, et on peut aussi transformer des API REST. En fait, je branche le reste sur mon GraphQL. Alors, je dois mapper tous les champs et tout ça. Voilà, il y a des outils qui font ça, mais ça marche plutôt bien. Et en fait, c'est totalement transparent. Et il n'y a qu'un seul point d'entrée pour le client.
ce qui facilite énormément la vie, clairement. Ouais. Bah, ouais, ouais, carrément. Et du coup, bah, tu as sauté sur le dernier sujet, les outils direct. Donc tu parlais Yes. de bah, on peut parler de Prisma qui a, alors Prisma, tu en avais parlé dans une conf, bah, c'était quand? L'année dernière? Je sais plus. Oui. Prisma Ouais. V1 et Ouais. Prisma qui a complètement changé sur la V2. V2, Donc ce que tu disais, ouais, ouais. la V1 C'est le jour et la c'était nuit. ouais, la V1 C'est pas c'était la ce que tu même. disais en fait, c'est à la base c'était, tu te branches sur n'importe quoi et il te renvoie du GraphQL. C'est ça, non, le principe de la V1? Alors, en fait, la V1, c'était, ils appelaient ça un ORM. C'était l'ORM intelligent et tout ça. Donc, tu pouvais brancher différentes bases de données et tout. Et lui, il te générait tous tes CRUD automatiquement. Et tu avais tous tes résolveurs qui étaient déjà prêts. Et, mais c'était juste ton ORM, quoi. Donc, c'est à toi de faire et de coder tes résolveurs pour rappeler les données et tout. Donc, lui, il venait inspecter en fait la base de données. Il regardait tous les champs qui étaient disponibles et il te construisait un schéma basé là-dessus. Mmh. Donc, c'était la version un peu inspection. Tu avais une autre possibilité où là, tu venais écrire ton schéma et tu lui donnais à Prisma et Prisma venait générer toutes les tables dans la base de données basée sur les champs et pareil, tout le CRUD, quoi. Donc, ce qui était plutôt pas mal. Et là, sur Prisma 2, ils ont un peu changé. Ils sont venus passer en typé et ils sont venus ce qu'ils appellent maintenant le data layer. Mmh. Donc, ils ouvrent un petit peu plus. Euh, Par contre, ouais, ça reste quand même un ORM, mais plus intelligent. Il y a plus de, ça amène plus de possibilités. Par contre, toute la manière de fonctionner ne marche plus. Donc, moi, tout ce que j'avais fait sur Prisma 1, ça marche plus en Prisma 2, donc il faudra tout refaire. Mmh. Après, moi, j'avais un peu hacké la raison, enfin, le truc, c'est vu que les services back étaient un peu en retard, Mmh. on s'était mis d'accord sur le schéma. Et donc moi j'avais donné le schéma à bouffer à Prisma et comme ça en fait je venais générer tous mes CRUD automatiques et comme ça moi je pouvais m'en servir comme staging hyper rapidement pour avoir mon API pour développer quoi. Et comme ça j'étais pas limité et vu qu'on s'était mis d'accord sur le schéma, de toute façon ils allaient récupérer les informations, enfin je devais avoir les informations sur de la même manière que ça avait été défini, quoi. Mmh. Donc eux, ce qui leur permettait, enfin moi, j'étais pas limité par leur avancement de leur côté, et eux, en fait, ils avaient le modèle du schéma, donc ils pouvaient coder au fur et à mesure. Évidemment, quand on a supprimé Prisma et on a remis leur API, il y a eu de la casse, mais franchement, il y a eu quasiment rien, quoi. Donc ça a été hyper fluide. Donc ça nous avait permis d'aller très très vite. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Mmh. Aujourd'hui, des Prisma-like, il y en a, ça pop un peu partout. Il y en a plein. Euh, il y a un autre truc qui est vraiment, vraiment solide qui s'appelle Asura, Mmh. qui est fait en Haskell. Et eux, ils annoncent comme un GraphQL Engine. Et c'est un peu le même délire. Par contre, là, on a une interface graphique, mais on peut le faire aussi en mode CLI où on vient bah, déclarer en SQL nos tables, donc telle table, tel champ, telle relation et tout ça. Et automatiquement, lui aussi, il vient nous générer toute l'API au fur et à mesure. Donc ça, c'est assez rapide, puissant. On vient aussi gérer tous les rôles à l'intérieur, c'est-à-dire quelles sont les autorisations de modification, de lecture, d'enregistrement, tout ça. Donc tout est fait directement dans le GraphQL Engine. Mmh. Donc ça, c'est assez pratique. C'est très, très, très puissant. Et ça tourne sur une petite instance d'Heroku, la plus petite machine. Je crois que ça permet, je sais plus combien de requêtes à la seconde. Enfin bon, on est super serein.
Donc ça, c'est assez puissant. Et en plus, ils ont rajouté tout un service, toutes des possibilités de faire du serverless à côté. Donc, c'est-à-dire sur la business logic, en fait, toute la gestion de mes ressources de mon API, je vais la faire via Asura. Et quand j'ai une business logic, faire des calculs, de faire de je sais pas quoi, et ben je viens appeler des fonctions as a service. Et là, en fait, bah, je viens exécuter ma business logic. Donc c'est assez, vraiment, vraiment pas mal. Ça permet de faire des trucs plutôt puissants. Donc, euh, Asura, donc ouais. ouais, non, c'est bien. Mais c'est en Asura, ouais. donc c'est soit ça existe c'est en SaaS et en self-hosted ou c'est forcément Alors moi j'ai connu, c'était en self-hosted only. mmh, Et là maintenant, ils ont fait une grosse levée de fonds. Ils ont déménagé dans la vallée ah, à San Francisco. Et puis ils ont fait un cloud service. mmh, Donc bah, c'est soit tu le hostes chez eux et ils ont des fonctions un petit peu un premium qui viennent faciliter tout ça. Mais tu peux toujours utiliser la version self-hosted que tu mets sur un Digital Ocean. mmh, Ils sont sur le marketplace. En 3 clics, tu as ta machine qui est popée, ou tu l'installes sur une version d'Heroku et tu branches ta base de données. Donc ta base de données, elle peut être n'importe où, hein. Elle mmh. peut être chez Amazon, chez Heroku ou que sais-je. Tu peux en mettre Et plusieurs? tu lui indiques les accès. Alors, est-ce que tu peux mettre plusieurs bases de données? Je sais pas, je pense, Ouais, j'imagine que mais oui, je pourrais pas. Je vais pas te répondre, je sais donc pas le exactement. principe, c'est, donc ça te fait un serveur qui va se brancher sur une base de données et qui va te permettre d'avoir un serveur GraphQL sur cette base de données. En fait, ça fait une sorte Exactement. de middleware, en fait, entre la base de données sauf que derrière, tu as aussi une gestion Bah, des droits et cetera. Du cache aussi, j'ai ouais, l'impression, Query Dynamic Data oui. Caching. OK. Non, c'est Ah vraiment ouais, rate puissant et tu as limiting tout, aussi, quoi. Tu as tes ah ouais, queries. tu le système pour limiter les requêtes, tout ça. Ouais, Ouais, alors en fait, c'est un problème qu'on n'a pas évoqué mmh, dans GraphQL, mais vu qu'on appelle ce qu'on veut, on peut rentrer en fait bah, dans les infinity loop, quoi. Par exemple, donne-moi les bouquins, donne-moi les auteurs du bouquin, donne-moi tous ces bouquins, donne-moi tous les auteurs du bouquin, et ainsi de ouais, la suite. profondeur, Et ouais. en fait, Mmh. on rentre dans un truc complètement infini. Donc là, en fait, on vient définir la limite de profondeur en laquelle on veut. Et aussi, quand on commence à implémenter du GraphQL à la main, voilà, et on va être aussi limité avec un problème de toutes les queries N+1 qui vont pas toujours être optimisées. Donc, il faut faire attention à ça. Pour, et en fait, bah, le fait de passer par des engines, Mmh. voilà, il y a je sais pas combien de mecs qui ont réfléchi à ça. Potentiellement, ils sont quand même bien plus intelligents que nous. Donc, ils ont fait une librairie qui marche plutôt pas mal. Donc, bah, autant l'utiliser, quoi. OK. Donc, Ouais, sympa, clairement, Asura. clairement. Donc Prisma, Asura, donc ça, c'est côté serveur. Apollo, Apollo et Apollo ouais. Server aussi? Apollo Server qui est vraiment qui est pareil, qui est super solide et qui a des systèmes, comme je disais, pour brancher des REST euh, Apollo Server et des qui est plus, API. côté Node, par contre. C'est que du Node, je crois, non? Ouais, Ouais, qui est OK. JavaScript. Après, il y a un autre service aussi une autre librairie qui s'appelle GraphQL Mesh, OK. pareil, qui est assez nouveau, qui va bah, agréger en fait toutes les données, Mmh. qui marche plutôt bien. Et il y a un truc qui s'appelle GraphQL Guild qui a été repris, ça a pas mal bougé, et là ça s'est un peu stabilisé. Mmh. Mais du coup, ils sont hyper actifs sur la création d'outils. D'accord. Donc ça, c'est plutôt bien. Côté, Et à la ouais. limite, pour commencer, moi, ce que je vous conseillerais pour commencer GraphQL, c'est vraiment faire le How to GraphQL sur l'URL. Il y a une URL qui s'appelle How to GraphQL. Mmh. Et en fait, on vient vraiment décomposer étape par étape.
et ça marche plutôt bien en fait. C'est prêt à ouais, enfin, c'est assez, didactique, on va dire, et pour commencer, ça marche très, très bien. Après, il y a un autre repo, toujours, hein, le Awesome, Ouais. Awesome sur GitHub. Sur GitHub, il y a le Awesome GraphQL, où pour le coup, on va trouver beaucoup, beaucoup de tutoriels, beaucoup d'infos sur les librairies, et tout ça. Il y a aussi pas mal de podcasts, qui sont dédiés à ça. Non, il y a tout un écosystème en fait qui nous permet Mmh. de se mettre à jour sur du GraphQL. Et moi, je vous conseille aussi de commencer par la consommation, c'est-à-dire en tant que client, vous venez consommer du GraphQL en tant que développeur front. Mmh. Consommer du GraphQL, c'est tout de suite vachement sympa. Et puis après, intéressez-vous à comment on fait une API GraphQL, et là, ça peut être cool, quoi. Côté client, toi, tu utilises quoi en général? Apollo? Apollo client, ouais. OK. Ouais, ouais. Apollo client, parce que ça fait déjà plusieurs projets que j'utilise. Du coup, je me suis bien pris la tête à configurer mon client, à sécuriser les endpoints et tout ça, à vérifier les JWT, Ouais. et passer toutes les infos, à passer des variables d'environnement dans le header de la requête. Enfin voilà, j'ai fait un truc un peu solide au départ, et donc maintenant, en fait, ouais, j'utilise Apollo. Ouais, donc Apollo, de toute façon, Apollo client, valeur sûre. Apollo, ils sont là depuis quasiment le début, je pense, de GraphQL, en tout cas depuis que ça a été mis en open source. Donc ils ont quand même pas mal d'années d'expérience, enfin, les outils sont assez robustes, utilisés par des grosses Ouais, et puis ils ont sociétés. fait lever Ouais, ouais, carrément, puis ils ont fait levée de fonds sur levée de fonds. Ils ont pareil, même délire, tout est open sourcé, mais ils utilisent un truc qui s'appelle Apollo Engine, justement, qui permet d'analyser les requêtes, les optimiser, tout ça. Donc c'est toujours le même délire, hein, c'est open source, et derrière, il y a des services premium, mmh. mais on peut largement utiliser tout ça, et ça marche. Ouais, c'est super solide, c'est clair. OK, bah, bon, pour les outils, de toute façon, comme d'habitude, on va mettre, tous les liens dans les notes de l'épisode sur le site, /podcast.fr. Et on vous remercie, d'avoir écouté, l'épisode jusqu'au bout. Et puis n'oubliez pas, une petite note sur votre Un lecteur petit, de podcast, c'est toujours sympa. un petit like, un petit pouce, un petit commentaire, c'est toujours cool, Ouais, carrément. et merci et à bientôt. À bientôt Alex. À bientôt, ciao ciao. Ciao. Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, des références évoquées durant l'émission.